Le dernier cycle, là, donc en fait, c'est. En gros, spirituellement parlant, on est tous des abrutis. Voilà, c'est l'évolution, hein, c'est ça que ça commence, c'est l'âge de vérité, tout le monde est honnête, tout le monde voilà, est spirituel, etc. Il donne parfois l'analogie, en fait, que Satya Yuga, donc l'âge de vérité, c'est comme donc, le Dharma, on va revenir dessus, qui est un peu l'ordre, hein, l'ordre cosmique, ce qui maintient en fait l'univers. Ben, c'est comme une vache qui se tient sur ses 4 pattes. Et après, au prochain yuga, ben, il n'y a plus que 3 pattes, il n'y a plus que 2 pattes. Et là, en fait, on est dans le yuga où elle ne tient plus que sur une patte. Enfin, donc, pour vous dire qu'on est plutôt mal. Et donc, ben, tu as certains dieux qui sont quand même un peu compassionnés et qui se disent ben, comment peut-on montrer la voie à des abrutis pareils. Enfin, en gros, c'est. Ben, oui. Alors, pourquoi ils sont abrutis? Pourquoi ils sont plus sensibles en fait aux choses spirituelles? Parce qu'ils sont complètement pris dans leur sens. Hein, c'est tout ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ils voient un beau truc et tout de suite en fait ils s'emprisonnent là-dedans. Et donc l'idée c'est tiens, on va utiliser ça, mais justement comme au lieu que ce soit une prison, on va l'utiliser comme perche pour les sortir. Donc essayons de leur transmettre des belles choses spirituelles avec des belles couleurs, des beaux sons, des beaux gestes, une belle musique. Et donc comme ça, peut-être, les gens en fait, ils seront intéressés en fait par la beauté, on va dire plus immédiate. Mais après, en fait, ça va les amener à voir ce qui est derrière. Donc on dit une des raisons en fait pourquoi il y a le Bharatanatyam, les danses classiques indiennes, c'est ça. Et la plupart du temps, pas maintenant, dans les versions modernes, on innove, donc on peut raconter toutes sortes de choses. J'ai même vu une fois une pièce de théâtre européenne qui s'était jouée à Bangalore. Et en fait, certaines parties étaient faites par une danseuse de Bharatanatyam qui mimait avec la Bharatanatyam. C'est un langage que vous pouvez l'utiliser après de manière différente. Mais traditionnellement, c'est toujours des histoires des dieux, des héros, etc. Donc, il y a toujours un peu le côté éducatif élevé du public par rapport en fait à ce que vous allez voir. Et vous avez dans l'Abhinaya, par rapport à la manière d'exprimer aussi les sentiments, vous avez 3 niveaux. Hein. Vous pouvez avoir la même sensation, je ne sais pas, l'amour, ou la tristesse, ou quoi que ce soit, la colère, quelle que soit l'émotion. On peut l'exprimer soit de manière subtile, ou de manière, on va dire, moyenne, ou alors de manière grossière. Primaire. Voilà. Et donc, en fait, la manière primaire, grossière, on ne le voit jamais. Peut-être que vous pouvez pour vous entraîner, pour voir la prof qui vous montre, donc voilà, c'est telle émotion, quelque chose comme ça. Mais vous n'allez jamais le voir, en fait. C'est toujours des héros et des dieux, etc. Donc, vous êtes au minimum, on va dire, sur le côté, on va dire, normal, moyen. Voilà, la plupart du temps, c'est un peu sublimé, puisque c'est les émotions, justement, des déesses, des dieux, des héros, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, c'est le passage un peu à travers le Bharatanatyam qui m'a fait comprendre une chose. C'est que j'ai beaucoup de mes amis américains qui, dès qu'il y avait un film indien qui était un peu critique sur l'Inde, tous les problèmes sociaux, c'est tout de suite, ils l'aiment pas. Ils disent c'est un truc, ça veut descendre l'Inde, ça veut... Et puis petit à petit, j'ai compris qu'en fait, une des choses qu'il y avait derrière cette attitude, c'est que pour nous, à la base, souvent, tu vas voir un film, il y a des choses qu'on va voir parce qu'ils sont beaux, parce que c'est de l'action ou quoi que ce soit, mais on aime aussi justement pour travailler sur des choses qui ne vont pas bien. Donc tel problème social, tel problème psychologique, et aussi en termes de théâtre ou de danse. Donc, une fois quand je venais juste de revenir d'Inde, il y a une de mes amies qui est une artiste qui a fait une one-woman show. Et puis elle m'a invité, après on est allé voir différentes pièces, on va dire un peu contemporaines à Bruxelles. À chaque fois que j'y suis allé, en ressortant, en fait, t'étais plutôt déprimé. En fait, c'est toujours des trucs un peu torturés, tu sais, de qui suit. En fait, ça te fait réfléchir, ça te fait avancer, mais en même temps, c'est pas forcément, tu ressors pas, on va dire, tu sais, inspiré de manière héroïque ou quelque chose comme ça. Et en Inde, au moins par rapport à ce qui est danse classique, etc., c'est toujours les histoires de dieux et de héros. Et j'ai l'impression que dans les films, enfin maintenant ça commence à changer aussi, c'est un peu ça quand on te montre le monde idéalisé. Et donc en fait, c'est ça que tu t'attends.
Et donc, c'est pas tout à fait le même rapport, on va dire, à ce que l'art est censé apporter. Est-ce que c'est une exploration pour aller dans tous les méandres, etc. Ou est-ce que c'est un truc qui, bon, il y a tous les méandres, mais on va s'élever à travers ça. Et après, donc, une autre grande différence par rapport à notre danse classique, c'est juste, à la base, c'est rythmé. Hein. Vous avez quand même c'est beaucoup plus bon. Oui. C'est aussi donc avec les pieds, donc on va taper, etc. Vous avez les clochettes aussi hein, en ici. Donc il y a un côté plus, entre guillemets, plus enraciné. Ouais, on va dire. C'est très dans la terre. Comme la danse africaine ici, une posture très. Et parfois vous avez le contraste, alors peut-être encore plus fort dans le Bharatanatyam que dans l'Odissi, on va dire entre le bas du corps et le haut du corps. Parce que le bas du corps, la posture de base, vous êtes comme ça, hein, avec les genoux, à la manie. Vous êtes vraiment très bas, c'est très puissant, et puis ça craque. Et puis en haut, c'est très léger. Oui. Donc en fait, vous avez vraiment un peu un côté, entre guillemets, yin-yang, hein, entre ces deux aspects. Et pour moi, donc, parce que là, donc, voilà, Alexandra et Nadine, en fait, elles font le yoga, vous faites plutôt le tai chi. À nouveau, ça n'engage que moi, mais en termes un peu de ressenti, moi je trouve que autant en Chine, les arts martiaux sont vraiment, c'est un truc central quand même. Quand vous regardez la télé, ils ont des séries d'arts martiaux, il y a les romans d'arts martiaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose au-delà de la communauté de ceux qui pratiquent. C'est quelque chose dans la culture chinoise, c'est quand même, c'est un truc qui est là. C'est pas qu'un stéréotype qu'on dit, non, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et pour moi, un peu l'équivalent en fait en Inde par rapport aux arts martiaux en Chine, c'est la danse. Que ce soit maintenant les danses classiques, où vous faites toutes les formes de danse, les danses folkloriques, en fait la danse elle joue vraiment un rôle vraiment important. Et donc il y a aussi des histoires. Donc une posture qu'on a en yoga qui est Natya Raj Asana. C'est la posture en fait de Natya, c'est la danse. Hein? Bharata Natyam. Natya c'est la danse. Et Natya Raj, Raj c'est le roi, hein? Raja. Le Maharaja, c'est le grand roi. C'est le roi. Donc on a la posture du roi de la danse. Et c'est quoi le roi de la danse? C'est qui? C'est Shiva. Shiva, c'est un des dieux importants, un des plus importants. Peut-être qu'on pourra rentrer un peu après dans le détail des différents dieux, mais dans une vision, donc pour certaines personnes qui sont shivaïtes, on va dire, qui adorent surtout Shiva, c'est Shiva qui crée et qui détruit l'univers. Donc en fait, pour créer l'univers, il fait quoi? Il fait une danse. Toute la manifestation, tout ce qui existe, c'est la danse de Shiva. Et en même temps, quand il fait détruire l'univers, c'est Tamdava, c'est l'autre danse où justement, c'est la danse qui va détruire l'univers. Et sur le côté yoga, parfois on raconte aussi que Shiva, en fait, quand il... parce qu'il fait, c'est un yogi, c'est le premier yogi. Donc en fait, quand il fait yoga, toutes les postures qu'il prend, c'est ça toute la manifestation. Toute la multiplicité des postures que prend Shiva, en fait, ça, c'est les différentes manifestations de ce qu'on voit en fait dans le monde. Donc, voilà, donc tu as donné une bonne occasion pour commencer, tu vois, à plonger un peu dans le monde indien. Et donc, une des choses qui est marquante, c'est que tu fasses de la danse, que tu fasses de la musique, que tu fasses de la arts martiaux, que tu fasses quoi que ce soit. Il y a tout de suite, de manière très explicite, un côté, entre guillemets, sacré ou spirituel qui vient. Hein, vous faites, nous, par exemple, Bharatanatyam, tout de suite, d'abord, tu touches la terre. Oui, tout à fait, avant de démarrer, à la fin du cours aussi. Toujours, et tu ne peux pas faire sans ça. Quand tu fais, par exemple, des arts martiaux, la Kalalipayat au Kerala, quand tu rentres, pareil, dans chaque coin du lieu d'entraînement, du Kalali, en fait, il y a les différentes déités. Il faut d'abord faire un petit rituel pour les déités. Et même parfois, avant de commencer, il faut réciter certains mantras. Donc, ça, c'est spécifique, je dirais, à la culture indienne. Pour les Chinois, quand on fait, par exemple, du tai chi ou des choses comme ça, on ne va pas commencer d'abord par invoquer, je ne sais pas, ce serait Chengdu, hein, à Bhutan, donc le dieu protecteur, l'immortel, c'est Chengdu, qui a une forme humaine. Et après, il est aussi représenté, vous l'avez vu, je crois, parfois, avec la tortue et le serpent. Donc ces choses sont là, mais ils ne vont pas constamment le mettre en avant. Alors que si vous commencez un cours de yoga, on va commencer avec les mantras, on va faire, quand vous faites un cours de musique, pareil,
à chaque fois, en fait, il y a cette inscription, on va dire, de toutes les activités un peu dans un cadre, on va dire, un peu sacré. Donc ça peut être un peu étonnant, pour certaines personnes, c'est peut-être pas trop notre truc, on va apprendre la musique, pas forcément tout le reste. Mais donc c'est juste important de comprendre, ça fait partie de la manière d'aborder en fait les choses. Et puis petit à petit, ça se perd aussi à certains endroits. Enfin, c'est une classe moyenne, on va dire plus moderne, citadine, etc. Mais ça reste quand même très fort. Et dès que vous sortez un peu de ça, ça reste quand même très 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 fort. Et vous continuez à avoir la vie qui est assez marquée encore par des... il y a toujours les nouvelles lunes, les pleines lunes. Enfin, il y a beaucoup de festivals en fait qui sont encore assez respectés. Et après, à chaque fois, ils sont libres. Il y a tel festival où il faut jeûner pendant la journée, où il y a tel truc où il faut manger telle chose, où il ne faut pas manger telle chose. Enfin, donc il y a vraiment un peu on va dire les fêtes, on va dire religieuses et tout ça, mais c'est imbriqué par rapport à la vie quelque part de tous les jours. Enfin, la culture, la religion, le mode de vie restent encore plus mélangés, on va dire, qu'ils le sont chez nous. Est-ce que tu as envie de dire deux mots par rapport au DC? Donc, ça fait longtemps que tu pratiques? Non, j'ai commencé en septembre dernier. D'accord. Voilà, parce que je fais encore un petit peu de Bollywood en fait, mais j'avais envie de découvrir une danse justement un peu plus sacrée, justement, parce que j'avais vu des reportages. Et donc on a la chance, c'est une indienne hein, qui nous transmet. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, je fais quand même pas mal de danse et c'est vraiment une danse qui m'a plongée dans une profonde confusion parce que j'avais aucun repère par rapport aux postures demandées, par rapport aux mouvements, par rapport à ce qu'on fait avec le regard, ce qu'on fait avec le haut du corps, ce qu'on fait avec le bas. Il y a beaucoup de dissociation, effectivement. Vous disiez des parties du corps qui sont très sous tension, d'autres qui sont beaucoup plus souples et légères. Et c'était la grande confusion. Et alors en plus, forcément, donc, perdu dans le corps, perdu aussi dans la langue, parce que nous transmet en anglais. Moi, je ne suis pas très bonne en anglais. Mais voilà, et des mouvements, même les mudras, enfin, des choses avec les doigts. Et on voyait aussi que la prof, c'était rigolo, elle ne comprenait pas qu'on n'y arrivait pas. Enfin, parce que quelque chose autour de ça a l'air compliqué pour eux. Mais c'était, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très chouette, on s'apprend mutuellement. Donc il y a ça, d'abord un sentiment de grande confusion, de perte de repère, mais qui était très, comment dire, voilà, ça fait du bien. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'ouvre à d'autres choses. Une danse aussi qui est extrêmement exigeante. Donc vraiment, ça, il y a quelque chose de cet ordre. Et alors, ce qui m'avait dérouté aussi, c'est qu'on a... Alors, je ne sais pas parce que je ne peux pas comparer, mais on apprenait sans musique. Oui. Voilà. Alors ça m'a beaucoup dérouté aussi. Parce que, moi j'ai toujours appris en musique, très vite. Et donc là, les mouvements étaient répétés, mais sans musique. Et alors, avec différents... Alors oui, alors voilà, c'est ça. Et c'est elle qui rythme avec sa voix. Avec le petit bâton en plus. Non, avec sa voix. D'accord, voilà. Avec sa voix. Mais du coup, là aussi, moi, ça m'avait beaucoup dérouté parce que pour... perte totale de repères. Mais... Vous avez, moi dans le Bharatanatyam, par exemple, c'est 8 séries. C'est des adabus, c'est les mouvements de base avec lesquels après vous les mettez ensemble pour faire des chorégraphies. Et à peu près, la plupart, chacune des 8 séries, vous avez à peu près 8 mouvements. Certains, il n'y en a que 5, enfin, mais en gros, c'est ça. Et chacun a son propre... La première série, c'est avec Teyum Tata, Teyum Ta, voilà, Teyum Tata, Teyum Ta. Des vitesses. Après, vous avez les autres, c'était les Takadini, Donc, vous avez différentes onomatopées, on va dire, qui vont aller en fait avec les différents mouvements. Ouais. Et vous allez le travailler normalement, donc à la base, 3 vitesses, d'abord lentement, moyen et vite. Ouais. Et parfois, quand vous entraînez, vous font une 4e vitesse que vous n'avez jamais en spectacle. Mais c'est juste que si vous maîtrisez la 4e, en fait, la 3e, ça sera bon. Et j'ai trouvé intéressant, parce qu'on en a parlé après avec des amis qui Bharatanatyam.
et qui disait, oui, une des raisons pour lesquelles il disait, en fait, première vitesse, bah, c'est pour apprendre. Si tu ne connais pas le mouvement, donc c'est bon, bah hop, puis déjà, même comment tu dois tenir tes doigts, tu n'as pas l'habitude normalement, tu sais, c'est bien. Attention, il peut être dangereux. Et donc au départ, donc, la première vitesse, c'est pour apprendre. Après, la deuxième vitesse, c'est genre pour le, bah, tu le fais. Puis la troisième vitesse, c'est tellement vite, tu peux plus réfléchir. C'est ça. Et en fait, comme tu peux plus réfléchir, et tu es en groupe, hein, tu es à plusieurs, bah, donc tu es juste en train de... Et c'est comme si tu court-circuitais un peu en fait ton esprit, et que en fait tu l'apprends parce que bah, tu peux pas faire autrement que de suivre. Moi, ma prof, la plupart du temps, c'était, elle disait, mais en même temps, elle tapait avec un bâton. Parfois, ils le font avec les petites cloches aussi. Oui. Enfin, tu sais, voilà. Et donc, c'est une manière de court-circuiter. J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, souvent, quand tu le travailles, bah, tu vas travailler première vitesse. Et après, on va redescendre. Donc, c'est pas qu'on travaille les vitesses. C'est pas d'abord, tu commences lentement et le prochain cours, tu travailles moyen. Non. C'est dès le départ, tu fais les 3 vitesses. Et bah, tu te démerdes plus ou moins bien, mais si tu veux. Je confirme. Voilà. Alors, excuse-moi de te couper là, mais il y a une question là, depuis le départ qui me taraude. Comment est-ce que tu as fait des parallèles ou des associations entre la culture chinoise, le tai chi, le qigong, et ce que tu es en train de nous décrire des pratiques indiennes? Il y a une relation, c'est différent, voilà, comment c'est articulé tout ça? Je vais établir une première relation, donc je pose la question, mais quand tu disais qu'on était perdu, et puis après je vais aller un peu plus sur de manière plus générale. Vous n'avez pas de miroir, je suppose, dans votre salle? Non, alors ça m'a beaucoup dérouté aussi. Sans miroir. Et c'est vrai que moi j'ai toujours appris la danse avec un miroir, une danse classique, et pas de miroir. Et là aussi, alors pour prendre la bonne posture, pour se dire je suis où dans mon corps en fait, je suis parce que je le voyais même pas, il fallait, oui, tout à fait, sans miroir. Voilà. Et donc là, donc, ma prof que j'avais à Paris, donc Lydia, donc pareil, comme là il y a des Européennes, souvent aussi qui ont fait pas mal de danse, et puis pour une raison X, Y, Z, elles ont été interpellées par le Bharatanatyam, puis elles travaillent bien, puis Lydia... Et bah, c'était Lydia, on pourrait pas mettre justement un miroir, parce que quand même on se voit pas, tu vois, etc. Et Lydia dit non. Et pourquoi non? Alors la première réponse, c'est bah non, c'est pas comme ça. Enfin, Bharatanatyam, ça s'enseigne, il n'y a pas de miroir. Enfin, traditionnellement, on ne fait pas avec un miroir. Et bah, les nanas, ils ont insisté. Et après, elle a donné aussi la raison qui est derrière. Elle a dit, si vous avez un miroir, en fait, vous allez vous référer à ce que vous voyez à l'extérieur de vous. Il faut que la danse, vous devez l'incarner, vous devez sentir. Donc, votre référence n'est pas ce que vous voyez, mais votre référence doit devenir ce que vous ressentez. Et effectivement, c'est pour ça que vous avez un maître, un prof qui est là, pour vous dire, plus bas, attention la main, attention ceci, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, vous prenez la posture, et puis vous regardez quand même. Vous essayez de copier, vous voyez les autres danseuses, etc. Et après, donc, Lydia disait, oui, de temps en temps, ça peut faire du bien de filmer, parce que comme ça, on se regarde, on voit un peu. Mais de manière générale, non. Donc, tu vois, ça, c'est un des trucs où, je dirais, complémentarité dans la manière de travailler, on ne travaille pas tout à fait de la même manière. Et quand on travaille sur le tai chi, on s'en fout à quoi ça ressemble. Enfin, dans le sens, c'est le ressenti qui est important. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est on rentre dans un moule. Et ça, alors, je ne sais pas si c'est ton expérience à toi ou pas. Donc moi, j'ai fait quand même beaucoup les arts martiaux avant. Et je suis venu, en fait, alors un autre lien, j'ai passé ma première année en Chine. Je m'entraînais, en fait, à longueur de journée. Puis j'avais énormément d'énergie, c'était beaucoup de pratiques, en fait, il faut tenir des postures immobiles, beaucoup de choses comme ça. Et donc, en fait, tu emmagasines vraiment beaucoup d'énergie dans ton Tantien. Et après, la question, c'était de voir comment est-ce qu'on arrive en fait à exprimer cette énergie autrement que par rapport aux arts martiaux. Et la danse de Shiva, c'est la danse aussi de création du monde. Enfin, il y avait tout ce côté-là. Donc je me suis dit, tiens, Et j'avais vu le Bharatanatyam, je me suis dit, ça pourrait être très sympathique en fait de le faire.
Et en fait, quand j'ai commencé à travailler donc, le Bharatanatyam, c'était vraiment dans une recherche, on va dire, intérieure. C'était pas tellement de danser pour les autres, c'est une discipline ou un art qui me permet en fait de m'aligner, de faire circuler, c'est un cheminement. On avait parlé, je crois, la dernière fois quand on était ici. C'est un Tao, c'est une voie. Et en fait, quand j'étais après, donc avec Lydia d'abord, puis après j'étais à Bruxelles avec un autre prof qui était très sympa, mais qui attirait plus des filles qui voulaient danser. Donc elle, en fait, la motivation première, c'est de montrer, mais pas en fait de se transformer. Et donc en fait, ce qui était intéressant, c'est que par exemple les Adavou, ça les faisait chier. Parce qu'on veut une chorégraphie, on veut tout de suite apprendre des chorégraphies. Alors qu'avec Lydia à Paris, c'était, non, d'abord tu as au minimum une année d'Adavou, tu ne danses pas. En fait, tu ne fais que sans musique, les mouvements de base. Et si on considère que c'est suffisamment bon, après tu passes à la deuxième étape, tu vas commencer à prendre dans un certain ordre les différents morceaux. Mais pendant que tu apprends les morceaux, tu continues à faire les Adavou. Parce que c'est ça les bases et qui te transforment profondément. C'est pour ça que quand je vous dis, quand on fait dans le Tai Chi par exemple, on fait aussi les Qigong, parce que si vous faites que la forme, on ne répète pas suffisamment les mouvements pour que ça s'inscrive vraiment en nous et pour que ça nous transforme. Et donc je me suis rendu compte que pour moi, en fait, il me semblait qu'il y avait comme un malentendu de mon point de vue, mais alors c'était qui qui avait mal entendu? Est-ce que c'est moi qui avais mal compris ou les filles qui avaient mal compris, etc. Mais on n'était clairement pas dans la même démarche. Et après, quand vous regardez en arrière, parfois vous allez dans les vieilles danseuses traditionnelles de Bharatanatyam, parfois on connaissait une ou deux danses, et vous la faites justement comme puja, comme offrande, comme culte à la déité dans le temple. Il n'y a peut-être aucun autre spectateur. C'est la manière dont vous rendez le culte. Et plus vous allez travailler, c'est un peu comme nos formes de tai chi, plus ça va circuler, c'est un peu comme un qigong. Enfin, il y a tout ça qui est en train de se faire. Et après, en fait, il y a eu, c'est toute une histoire, mais avec le mouvement de l'indépendance de l'Inde, à partir de la fin du 19e siècle, en fait, quand les Indiens ont commencé à vouloir un peu affirmer leur propre identité, donc ils ont fait toute une redécouverte de leur passé, puis essayer de mettre différents aspects de leur culture en avant. Donc c'est là aussi que le Bharatanatyam, en fait, s'est petit à petit développé, puis c'est surtout au niveau du moment de l'indépendance de l'Inde, que c'est devenu, on veut dire, un grand art qu'on a essayé toutes les filles de bonne famille devaient après apprendre le Bharatanatyam, etc. On a enlevé tout un nombre de choses qui étaient un peu gênantes dedans, pour que ça soit un peu plus, on va dire, un peu plus aseptisé. Et en même temps, donc, on l'a transformé un peu en un art de spectacle. Hein, c'est une des manières pour les filles, quand elles font leur harangue des femmes, tu as le droit après de mettre les cloches à la base, on va dire c'est ta première initiation au monde de l'art de la danse. Et souvent on invite, et les gens qui viennent, ils viennent voir est-ce que c'est une future épouse qui pourrait faire une bonne épouse. Enfin, il y a tout ça. Et donc en fait, ça s'est transformé en un art de spectacle. C'était pas forcément spectacle à ce point-là avant. Et donc l'accent aussi change, donc ça devient, maintenant il faut bien voir, il faut que ça donne bien, etc. Et peut-être qu'on est moins sur ce travail, que c'est un travail de recherche intérieure. C'est la geisha indienne. À l'époque, effectivement, dans les temples, c'est pour ça qu'il y avait une réputation aussi un peu comme ça, oui, il y avait des danseuses qui avaient différents amants, sponsors, donc avec tout ce genre de choses-là. C'est pour ça que les Britanniques, certainement, avaient même interdit les danseuses, parce qu'ils trouvaient que c'était mauvaise moralité, machin, etc. Dans les temples en plus, donc ça va pas. Et il y a un livre, je vous enverrai sur le groupe qui est très très chouette, ça s'appelle Bharatanatyam on the Global Stage. Et ça explique un peu tout ce côté historique et culturel aussi. Alors là c'est plus, il y a Kalakshetra, c'est un institut en fait qui a été fondé, et peut-être l'institut de Bharatanatyam, enfin c'est eux qui ont repopularisé, etc. Et qui explique un peu comment est-ce que ça s'est mis en place. Alors vous vous rendez compte qu'en fait c'était à l'époque en Inde, oui, ça se faisait à certains endroits, mais dans la culture, on va dire,
moderne indienne, c'était pas trop bien vu. Mais ceux qui adoraient en fait la danse indienne, ben, c'était certains Européens qui trouvaient ça super exotique. Et donc vous aviez des bayadères. Oui. Justement, alors elles dansaient ici, puis c'était des trucs indiens. Et en fait, vous avez donc il y a eu au début du XXe siècle tout un travail de redécouvrir en fait donc les anciens arts, l'ancienne spiritualité. Et un certain nombre de yogis considéraient que il y a eu en fait un gros déclin par rapport à la spiritualité, qu'on s'est un peu embourbé dans des comment vous appelez ça en français, des superstitions, des trucs comme ça, mais que donc à la base la vérité des Védas était pure et belle, etc. Et on s'est embourbé que maintenant le mouvement est venu pour un renouveau, une reformulation pour les nouveaux temps. Un des plus connus, c'est Swami Vivekananda, par exemple, qui a fait ce genre de choses. Mais dans cette dynamique-là, il y avait aussi quelque chose qui venait plus d'Occident, c'est la société théosophique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, avec Madame Blavatsky, c'était à la fin du 19e siècle. C'était un peu une société qui s'est mise en place pour un objectif de trouver en fait les vérités qui se cachaient derrière toutes les religions, enfin les vérités essentielles que donnent les religions, avec une idée que c'était surtout en Asie qu'on pouvait trouver ça. Alors je porte maintenant, on ne va pas discuter de la société théosophique en tant que telle, mais qui se sont installés à un certain moment donc à Bangalore, non à Chennai, ils sont encore là-bas. Et à un certain moment, c'était une Française, c'était Annie Besant qui était en fait la responsable. Et elle était presque devenue Premier ministre dans le nouveau gouvernement indien. Parce qu'il y avait tout le lien avec le côté ex-colonisateur. Enfin, voilà. Et c'est elle qui était apparemment en contact avec Rukmini Devi. Et donc en fait, il y aurait au moins certains liens, que c'est les théosophes qui disaient mais non, vous avez la danse sacrée, etc. Il faut remettre ça en avant. Et puis c'est ça qui aurait inspiré donc certains Indiens qui étaient dans les danses à prendre ça, donc Rukmini Devi, et à le recodifier, à en refaire quelque chose en fait pour nos jours. Donc le Bharatanatyam, par exemple, tel qu'on le pratique maintenant, il a ses origines, on va dire, il y a un siècle, avec des textes comme le Natya Shastra qui remontent à des millénaires. Donc on va reprendre ça, on va le baser là-dessus, mais dans la forme dont on le danse, c'est assez récent. Et vous aviez en fait toute des controverses au moment où le Bharatanatyam a été rendu, on va dire, plus connu, entre les traditionnalistes, mais ça devient n'importe quoi. Même par rapport au placement des musiciens et des danseuses, je crois, avant c'était les musiciens qui étaient derrière la danseuse, petit à petit, pour lui donner plus de place, on les a mis sur le côté. Enfin, il y a plein de changements comme ça qui se sont faits, parce que tu n'es plus dans le temple, là tout d'un coup il faut faire un truc dans un auditoire, avec un public qui peut regarder. Et donc il y a vraiment une grosse transformation, donc il faut être conscient quand on parle parfois d'art qui sont super traditionnels, les arts c'est vivant. Donc vous, ce que vous pratiquez, c'est pas forcément exactement ce que les gens pratiquaient à 200, 300 ou 400 ans. Mais là où l'art reste encore l'art, c'est que si on est resté d'accord sur les principes fondamentaux, après les formes peuvent changer, ils peuvent s'adapter. Ce qui s'est passé au niveau du tai chi, du yoga, et on pourrait même dire peut-être dans certaines formes de la danse, c'est qu'à un certain moment, on a perdu les principes et l'orientation. Et par exemple, au moment où le Bharatanatyam devient complètement un truc de spectacle, etc., est-ce qu'on est encore vraiment en train de faire du Bharatanatyam? Quand le tai chi, vous le faites pour la compétition, et que donc c'est commence à compter, c'est plus à quoi ça ressemble de l'extérieur, et plus est-ce qu'on aligne nos principes intérieurs, etc. Ok, on peut dire que vous faites un sport qui est inspiré du tai chi, mais c'est plus vraiment du tai chi. Et donc ça, mais il y a des critères. Et donc en fait, quand certaines personnes qui s'y connaissent vous disent non, ça c'est pas du tai chi, ou ça c'est pas du Bharatanatyam, ou c'est pas du yoga, c'est pas il est hautain, il porte un jugement. Non, vous avez un certain nombre de règles, de principes. Si ces règles et ces principes ne sont pas respectés, libre à vous d'appeler ça comme vous voulez. Mais ne dites pas que vous faites quelque chose qui est défini sur des siècles, voire des millénaires, par rapport à une certaine manière de faire. Par contre, le fait qu'on change un peu, je sais pas, qu'on rajoute un nouveau mouvement, qu'on rajoute ça ne touche à rien fondamentalement sur le tai chi. Admettons que vous avez un grand maître de certains styles de tai chi qui crée un autre style de tai chi, mais qui respecte tous les principes. Oui, peut-être que son style n'existait pas avant, mais ça va rester du tai chi parce qu'on suit en fait la grande voie. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important à comprendre, parce que tradition signifie pas que c'est un truc qui s'est arrêté, je sais pas, il y a 2000 ans et que depuis ça s'est sclérosé.
Mais en même temps, tradition signifie quand même qu'il y a quand même quelque chose, tradere, qui est transmis. Donc si ce sont des trucs fondamentaux, vous les avez enlevés, bah là, quoi que vous dites, et quoi que soient les choses, à quoi ça ressemble, bah vous n'êtes plus dans une transmission de ça, vous êtes passé à autre chose. Et parfois sans vous rendre compte.